Histoire de fantômes écossais. Ed et Lorraine Warren adoraient l'Écosse. Chaque année, au printemps, ils retournaient visiter ces châteaux hantés. En 2000, quelques semaines avant le début de leur voyage, les nouveaux propriétaires d'un hôtel des Highlands écossais, The Boat of Garton, situé près d'Inverness, leur envoyèrent un fax leur expliquant que leurs employés et leurs clients se plaignaient de certaines perturbations et que cela les inquiétait. Ils prétendaient que des photographies et des meubles bougeaient mystérieusement, que des silhouettes se reflétaient dans les vitres et que de lourdes portes coupe-feu se balançaient toutes seules. L'établissement en question, un ancien pavillon de chasse du XIXe siècle, avait été transformé en hôtel après la Première Guerre mondiale. Il tenait son nom du vieux ferry qui faisait autrefois traverser la rivière Spey. Ed et Lorraine avaient déjà décidé de leur itinéraire. Ils n'avaient pas vraiment envie de changer leur plan, mais après avoir reçu une multitude de fax et de coups de téléphone, ils acceptèrent de faire un détour. Comme à chaque fois qu'ils venaient en Écosse, un groupe d'enquêteurs du paranormal les accompagnait, parmi lesquels des étudiants, des scientifiques et des écrivains, dont les âges s'étalaient de 30 à 60 ans. Ils voyageaient tous ensemble, mais dans 2 voitures. Malheureusement, des travaux les détournèrent des routes familières, et le trajet depuis Édimbourg prit une éternité. À leur arrivée, au crépuscule, Ed était affamé. Il descendit de sa voiture et, se tournant vers l'hôtel, il ne put s'empêcher de grimacer. Le bâtiment était sinistre. Noyé dans la brume, il semblait un mirage. De grandes fenêtres obscures s'ouvraient sur sa façade, et la pensée que quelque chose l'observait lui traversa brièvement l'esprit. Perplexe, il se dit qu'il verrait peut-être les choses différemment après avoir mangé, et, se tournant vers sa femme, il lui demanda d'aller vérifier si le dîner était toujours servi pendant qu'il supervisait le déchargement des bagages. En pénétrant dans le hall, Lorraine rata une des marches du petit escalier et elle faillit s'étaler sur le sol, la tête la première. Une fois remise de ses émotions, elle se dirigea vers l'accueil pour se renseigner sur le service du soir. Puis elle demanda à parler au propriétaire ou au gérant de l'hôtel. « Je suis désolée de vous décevoir », lui répondit la réceptionniste. « Mais les propriétaires sont partis en vacances et le gérant s'est absenté pour quelques jours. » Choquée par tant de désinvolture, Lorraine rapporta la nouvelle à Ed, qui s'en montra tout aussi offusqué. Il venait d'effectuer des centaines de kilomètres pour visiter l'hôtel, et personne n'était là pour les accueillir. Frustrés, ils pénétrèrent dans la salle à manger, et 3 personnes se levèrent de leur table pour venir à leur rencontre. Le journaliste et les 2 photographes du magazine américain, avec qui ils avaient rendez-vous pour une interview, les attendaient comme prévu. Après les avoir salués chaleureusement, ils les invitèrent à se joindre à eux. Ed n'eut pas besoin de se le faire répéter 2 fois. Il fonça vers leur table aussi vite que ses genoux raidis par l'âge le lui permettaient. Tout au long du repas, les 3 invités du journal leur posèrent des questions sur leur vie et leur carrière, mais Ed avait l'esprit ailleurs. Il mangea son entrée et son plat principal avec appétit, finit son dessert et, comme il avait encore faim, il tendit le bras pour voler un peu de celui de Lorraine. Ainsi rassasié, il posa sa cuillère et se mit à réfléchir à leur affaire. Il était ennuyé. Les propriétaires et le gérant étant absents, il se demandait qui il allait pouvoir interroger. Il finit par faire appeler le responsable de nuit, lequel lui apprit que les employés qui avaient été témoins des événements
n'était pas présent, je peux toutefois téléphoner au barman et au cuisinier. Ils vivent juste à côté. Ils pourraient vous raconter leurs expériences. » Ed approuva sa proposition et le responsable partit prévenir les deux hommes. Après le dîner, Ed et Lorraine se mirent à la recherche des membres de leur groupe, qui s'étaient arrêtés au bar pour goûter le fameux whisky écossais. Fort heureusement, ils n'étaient pas saouls, comme ils le craignaient. Ed leur demanda de commencer à préparer leur matériel pendant qu'ils attendaient les témoins dans le hall. Il remarqua que l'hôtel était particulièrement calme. À part eux, il ne semblait avoir aucun autre client. Quelques minutes plus tard, le responsable de nuit leur présenta le chef cuisinier Raymond, un grand blond dégingandé, et Michael, le barman, un homme de taille moyenne, mince, mal rasé, aux longs cheveux noirs. Ed se tourna vers ses enquêteurs et leur annonça « Je vais interroger ces deux jeunes gentlemen pendant que Lorraine explorera l'hôtel pour voir si elle peut sentir quelque chose avec son don psychique. Quelques-uns d'entre vous resteront avec moi, les autres iront avec elle. » Bizarrement, malgré l'amélioration notable de son humeur depuis qu'il avait mangé, seule une jeune femme nommée Mary choisit de rester avec lui. « On m'accorderait plus d'attention si j'étais invisible, » songea-t-il quelque peu dépité. Raymond et Michael les conduisirent jusqu'au petit salon, et tout le monde commença à s'installer. Mary enclencha son magnétophone. Ed jeta un coup d'œil rapide à sa montre et, souriant mystérieusement, il leur dit « 21 heures, le début des heures psychiques. » Il avait décidé d'interroger Michael en premier. Le jeune homme, qui était assis sur le canapé juste en face de lui, se tortillait nerveusement sur son siège. « Depuis combien de temps vivez-vous dans la région ?» lui demanda Ed pour engager la conversation. « Une quinzaine d'années, » lui répondit Michael avec un fort accent écossais. « Vous travaillez ici depuis quand ? » À peu près 1 an, juste un peu moins. J'ai cru comprendre que vous aviez été témoin de choses inhabituelles dans cet hôtel. Pourriez-vous m'en parler, s'il vous plaît ? C'était une nuit d'hiver, pendant les vacances de fin d'année. Les clients étaient nombreux, mais nous étions les seuls employés, Raymond et moi. J'allais fermer le pub, comme tous les soirs, à 21 heures. J'ai servi un dernier verre à tout le monde et j'ai dit « Bon, je reviens dans 5 minutes. » Je devais faire le tour pour tout verrouiller avant qu'il fasse nuit, mais seulement à cette époque de l'année, quand les chambres des invités étaient occupées. Bien, j'ai longé le couloir et je suis arrivé à des portes battantes. J'étais sur le point d'appuyer pour les ouvrir quand j'ai vu, à travers leurs fenêtres, les 2 portes suivantes commencer à aller et venir d'elles-mêmes. Vous savez, elles se balançaient d'avant en arrière, comme si quelqu'un venait de passer, mais il n'y avait personne là-bas. J'ai fait demi-tour et je me suis mise à courir. Je suis retournée au bar. Il y avait des mecs du coin accoudés au comptoir. Ils m'ont dit « Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une bagarre ? Quelqu'un a été blessé ?» Mais je n'arrivais pas à parler, ni rien. « Vous étiez terrifié ? » lui demanda Ed, dont l'intérêt venait de se réveiller. « Oui, » admit Michael. « Ils m'ont dit que j'étais livide, comme si j'avais vu un fantôme. Je leur ai raconté que quelque chose de vraiment bizarre venait de se produire, et ils m'ont demandé « Eh bien, qu'est-ce que tu as vu ?» En fait, je n'avais rien vu, vous savez, juste les portes bouger toutes seules. Ils m'ont dit que j'avais dû créer un appel d'air en poussant les premières portes, et que ça avait fait bouger les autres. 3 ou 4 gars sont montés vérifier. Je peux vous donner leur nom. Si vous étiez arrivé un peu plus tôt, vous auriez pu leur parler. Nous avons essayé de pousser les portes de toutes les manières possibles, sans parvenir à faire bouger les suivantes. Ces portes sont difficiles à ouvrir, acquiesça Ed. J'ai dû passer par des portes comme celle-là quand je suis allé voir ma chambre, après le dîner. Oui, elles sont vraiment très lourdes. Vous devez forcer pour les ouvrir. C'était vraiment comme si quelqu'un avait foncé dedans en courant, les laissant aller et venir
après son passage. Vous savez, je n'ai jamais cru aux fantômes, aux vampires et à toutes ces choses. J'ai même amené ma femme avec moi pour qu'elle vous le confirme. C'était la première fois de ma vie que je voyais quelque chose et tout le monde au bar a remarqué la pâleur de mon visage. Il était blanc comme un linge et tremblant, confirma Raymond. Et il n'est pas du genre à faire des blagues. Quand il nous a expliqué ce qui lui était arrivé, je l'ai cru aussitôt. Avec 3 ou 4 hommes à mes côtés, je me sentais un peu plus à l'aise, continua Michael. Ils m'ont aidé à fermer l'hôtel. Ils ont essayé de me convaincre que c'était un courant d'air ou quelque chose comme ça, mais toutes leurs tentatives pour me le prouver ont été vaines. Vous ne pensez pas qu'un courant d'air aurait pu les faire se balancer toutes seules comme ça? Non, toutes les portes et les fenêtres étaient fermées. Il faisait froid dehors. Bref, après ça, j'ai annoncé à mon chef que je ne voulais plus faire le tour de l'hôtel tout seul. Aviez-vous déjà senti une présence dans l'hôtel, comme si quelque chose vous regardait? En fait, l'hôtel a été vendu il y a quelques mois, en août de l'année dernière, et les nouveaux propriétaires ont immédiatement commencé à effectuer des rénovations. À cette époque, des murs étaient abattus et des trucs comme ça. Je ne sais pas pourquoi, l'atmosphère était angoissante. Les hommes du bar ont parlé de mon expérience et tout le monde l'a su au village. Quand il l'a appris, un électricien a raconté qu'il avait senti un regard dans son dos alors qu'il effectuait des travaux dans l'hôtel. Il lui avait semblé que quelqu'un se tenait debout derrière lui. Il s'était retourné, mais il n'y avait personne. Il n'a plus jamais voulu revenir après ça. Il prétendait qu'à chaque fois qu'il venait travailler ici, il sentait une présence. Raymond aussi a connu une expérience étrange. Il m'a dit « Oh non, Michael, j'ai vu quelque chose dans la vitre de la porte, exactement au même endroit que toi. » Vous pouvez lui demander. Est-ce que son témoignage vous a fait peur? Eh bien, vous savez, nous étions plus ou moins effrayés. Nous nous retrouvions souvent seuls les nuits d'hiver. Aussi, on se sentait concerné, si vous voyez ce que je veux dire. D'autant plus que tous les incidents s'étaient produits exactement dans la même zone. À quel endroit? Raymond et moi avons eu une expérience au premier étage, entre les 2 sets de portes battantes, près de l'escalier en colimaçon. L'électricien travaillait exactement au même endroit, mais au 2e étage. Oh, Ed, je crois que le point en question se trouve juste sur le chemin de votre chambre, le taquina alors Mary. Mais vous avez oublié un détail, ma chère, lui répondit-il en riant. Vous allez devoir passer la nuit tout près de l'endroit où l'électricien s'est senti observé. Ed, qui avait peur d'être dérangé pendant la nuit et s'interrogeait secrètement sur la nécessité de changer de chambre, recommença à questionner Michael sans montrer son trouble. De quand date cet hôtel? Je pense qu'il doit avoir dans les 150 ans. Je crois qu'il a été construit pour la chasse et la pêche. Est-ce que quelqu'un, à part l'électricien et le chef Raymond, vous a déjà dit avoir eu des expériences étranges ici? Non. Vous avez parlé de rénovation. Parfois, les travaux peuvent réveiller des esprits endormis. Quels changements ont eu lieu? Ils concernaient surtout le premier étage. Je vous montrerai quand nous monterons, ça sera plus clair. Au début, il n'y avait que le bâtiment central. Tout le reste a été ajouté au fil des années. Autrement dit, vous avez senti quelque chose de surnaturel dans la partie la plus vieille de l'hôtel. Oui. C'est très intéressant. Vous avez dit que votre femme vous avait accompagné. Pourrais-je lui parler? Bien sûr. J'ai aussi amené ma petite fille. Elle peut venir si vous voulez. Elle a 1 an et demi. Pas de problème. Pendant que Michael allait chercher sa femme et sa fille, Ed et Mary mirent une nouvelle cassette dans le magnétophone et ils étiquetèrent l'ancienne. Raymond était toujours assis dans un coin de la pièce et attendait silencieusement son tour. 1 ou 2 minutes plus tard, Michael revint en compagnie de son épouse, une jolie jeune femme aux cheveux noirs, et de sa fille, qui était la réplique de sa mère.
Elles s'accrochaient toutes les deux à lui comme à une bouée. Après s'être présentées, Ed leur proposa de s'asseoir confortablement sur le canapé et il fit un signe de tête à son assistante pour qu'elle enclenche le magnétophone. Quand votre mari est revenu à la maison et qu'il vous a raconté l'histoire des portes, qu'avez-vous pensé? Au début, j'ai ri parce qu'il ne croyait pas du tout aux fantômes, lui répondit-elle avec un accent écossais plus prononcé encore que celui de son mari. D'ailleurs, nous n'en parlions jamais, mais il était terrifié. Donc, vous avez cru ce qu'il vous disait? Oui, il était dans un tel état que... oui. Que vous a-t-il dit avoir vu? Bien, il m'a parlé de battement des portes alors qu'il n'y avait personne. Il ne comprenait pas. Il m'a juste dit qu'il avait vu les portes aller et venir et qu'il s'était enfui. Le bébé se mit à pleurer et Ed proposa à la famille d'aller attendre Lorraine dans le hall. Il invita ensuite Raymond à s'installer sur le canapé pour l'interroger sur son expérience. « Quel âge avez-vous » ? « 20 ans, » lui répondit-il en le dévisageant de ses grands yeux verts. « Depuis combien de temps travaillez-vous dans cet hôtel ?»« Je suis originaire d'Afrique du Sud. Je travaille ici depuis 2 ans. » J'ai demandé à l'autre jeune homme s'il savait quand l'hôtel avait été construit, mais il n'en était pas sûr. Le savez-vous? Je n'en ai pas la moindre idée. Il y a une vieille photo accrochée à un mur du bar à cocktail. Je pense qu'il y a une date, comme 1800 quelque chose. En tout cas, je dirais qu'il est plutôt vieux. La photo en question avait été prise en 1899, juste après la construction du premier pont. Ed remarqua que l'hôtel était déjà présent sur l'image et il en déduisit que le bâtiment datait du début du XIXe siècle. Pouvez-vous me raconter votre expérience? Après mon service, je suis descendu à la blanchisserie, près de la cuisine. J'ai ensuite emprunté l'escalier de service et... Soudain, il s'arrêta de parler et baissa la tête. Il semblait toujours perturbé, presque effrayé, en se remémorant sa mésaventure. « Il y a combien de temps ?» lui demanda Ed pour le pousser à continuer. « Un bon moment, à peu près 1 an, vers la période de Noël. L'hôtel était en rénovation à l'époque. »« Vous souvenez-vous de l'heure ?»« Oh, 10 ou 11 heures du soir. »« Que faisiez-vous à ce moment-là ?» ?»« Je montais l'escalier pour aller au second étage, où se trouvent les chambres des membres du personnel. Je regagnais ma chambre, la numéro 3, où j'avais été installé le temps des travaux. Je m'avançais vers les doubles portes. Il y a 2 jeux de portes à cet étage, un en haut de l'escalier de la cuisine et l'autre plus bas dans le couloir. De là où je venais, je devais les tirer. Je venais d'arriver au palier du premier et j'allais tirer les portes pour les ouvrir, quand j'ai vu un reflet dans la vitre. Logiquement, je n'aurais pas dû voir de reflet. Le couloir derrière la porte était éclairé, mais pas l'endroit où je me tenais. Ça ressemblait à une ombre grise. Je ne me suis pas attardée pour l'observer, c'est le moins que je puisse dire. Je n'ai pas aimé ça, c'était plutôt perturbant. Pourriez-vous me la décrire? Ça ressemblait à un visage de forme allongée, vous savez. Il était gris et vraiment très allongé. Mais c'était un visage humain ou quelque chose d'autre? Je ne sais pas s'il était humain. D'accord. Après avoir vu cette chose, qu'avez-vous fait? Ce que j'ai fait? J'ai juste couru tout droit vers ma chambre. Ouais, je ne suis pas resté dans le couloir. Une fois dans votre chambre, vous vous êtes dit que vous aviez vu quelque chose de surnaturel? Ah oui, carrément. Il me semble que la silhouette vous a vraiment effrayé, je me trompe? J'ai reçu une éducation plutôt religieuse. J'ai vu et entendu des tas de choses, mais jamais rien de tel. Vous ne vous attendez pas à voir un reflet apparaître soudainement alors qu'il n'y a personne. Et ça ressemblait à un être humain. J'ai été traumatisée. Je peux comprendre ça.
Vous avez peut-être été témoin d'un phénomène de cristallomancie. Un esprit peut refléter son visage sur une surface brillante, un miroir ou une vitre. Vous avez vu son reflet, pas l'esprit lui-même. En fait, comme vous étiez dans le noir et que le couloir devant vous était éclairé, vous n'avez pas pu voir votre propre reflet. En d'autres termes, vous avez probablement vu quelque chose de surnaturel. Ed avait tenté de réconforter Raymond en lui parlant franchement, mais il n'était pas sûr d'avoir réussi. Il se demandait si son interlocuteur se sentait mieux ou pire quand il entendit des éclats de voix dans le hall. Lorraine, entourée par l'équipe d'enquêteurs et les journalistes, discutait avec Michael et sa famille. Il ouvrit la porte et tout le monde se précipita au salon en parlant en même temps. Ed demanda un peu de calme et, regardant sa femme, il lui demanda « Que se passe-t-il » La conversation semblait porter sur une chambre du premier étage. 1 an auparavant, sa porte avait été enlevée car tout le monde craignait d'y rester enfermé. Depuis, elle servait de pièce de stockage. J'ai senti qu'un homme avait été tué à l'étage, dans cette pièce, lui expliqua Lorraine. Il y avait beaucoup d'animosité cette nuit-là. Quand dirais-tu que ça s'est produit ? Lui demanda Ed. 2 hommes sont morts à cet endroit, un en 1920 et un autre plus récemment. Je pense que la hantise est la conséquence du meurtre des années 20. L'autre décès était accidentel. Veux-tu que je communique avec cet esprit ? Mais tu sais que je ne le ferai pas sans toi. Ed regarda les visages tournés vers lui et il sut qu'il n'avait pas le choix. Il aurait préféré aller se coucher, mais il donna la réponse que tout le monde espérait. Oui, bien sûr. Avant de monter au premier étage pour visiter la pièce où semblait se focaliser l'activité, il résuma les expériences des différents témoins à sa femme, qui ne put réprimer un frisson. « Je ne savais rien de tout cela, lui dit-elle. Mais quand tu m'as parlé du reflet, j'ai pensé « Oh mon Dieu, exactement à l'endroit où ça m'est arrivé !» Après avoir traversé la cuisine, nous avons emprunté l'escalier de service. En arrivant en haut des marches, un enquêteur m'a ouvert une double porte et j'ai vu une silhouette sombre se dessiner sur les portes suivantes. Je l'ai aussitôt signalée, mais le temps que le reste du groupe arrive à ma hauteur, elle avait disparu. J'ai aussi vu, psychiquement, un homme traverser ces portes en courant et descendre des escaliers qui n'existent plus. C'est cet esprit que j'aimerais essayer d'atteindre. La chambre incriminée se trouvait à quelques pas de l'escalier en colimaçon, entre les portes battantes. Des matelas et des miroirs étaient entassés le long des murs, près de vieux couvre-lits en laine, de commodes, de lampes, d'une table à café et d'un assortiment éclectique de chaises. L'air était lourd, étouffant, comme vicié. 2 autres fenêtres aux vitres fêlées donnaient sur l'arrière et un côté de l'hôtel. Ed regarda à l'extérieur, mais la nuit était tellement sombre qu'elle ne laissait rien deviner. Juste après le dîner, 2 des enquêteurs avaient filmé différentes parties de l'hôtel. Alors qu'ils se trouvaient dans cette pièce, leur caméra avait enregistré de petites boules lumineuses qui bougeaient à une vitesse folle. Ils montrèrent les images à Ed et Lorraine, qui reconnurent immédiatement les orbes qu'ils avaient si souvent observés dans les cimetières et les maisons hantées. Ils pensaient qu'ils indiquaient la présence d'une énergie psychique. Parfois, ils étaient invisibles à l'œil nu, mais souvent, ils n'apparaissaient que sur les images des appareils photo et des caméras vidéo. Quelque chose d'autre que la poussière se trouvait avec eux dans la pièce. Un peu plus tôt, j'ai senti que 2 hommes avaient eu une violente dispute dans cette zone, juste à l'endroit où quelqu'un a été assassiné, rapporta Lorraine en pointant de son doigt un point sur le plancher près d'une fenêtre. Lorraine, je ne vous en ai pas parlé, mais je l'ai signalé à Ed, dit alors l'un des photographes. Quand je suis venu ici, j'ai installé ma caméra et j'ai pris une photo exactement à cet endroit. J'ai alors senti comme une énergie près de cette fenêtre. Ah bon ? Bien,
Je pense vraiment que l'incident s'est produit dans cette zone. Les deux hommes se détestaient. Après le meurtre, l'assassin a couru vers les escaliers. Il les a empruntés, mais je n'arrive pas à les retrouver. Lorraine se dirigea vers le couloir et tout le monde la suivit. Cette partie de l'hôtel a été rénovée. Avant, il y avait le mur extérieur à cet endroit, lui fit remarquer Michael en désignant une rangée de portes. Ces chambres n'existaient pas. Alors, c'est pour ça que je suis troublée à propos des escaliers. Ce que je vois clairement par les yeux du meurtrier est différent de ce qui existe aujourd'hui. Ça pourrait aussi expliquer les perturbations. Nous nous sommes aperçus que des rénovations effectuées sur la scène d'un crime pouvaient amener des phénomènes paranormaux. Parfois, l'esprit semble perturbé et désorienté par ces changements. Au début, le bâtiment était tout petit, 4 ou 5 pièces, tout au plus, continua Michael. C'était un pavillon de chasse. « Ah !» s'exclama Lorraine. « Je crois que la hantise date de cette époque. Ces deux hommes se connaissaient. Ils devaient faire partie du même club, et ils se détestaient depuis longtemps. Quand j'ai vu la chose, c'était comme si quelqu'un avait couru à travers ces portes, ajouta-t-il en désignant 2 portes à incendie. C'est exactement ce qu'il a fait, acquiesça Lorraine. J'ai vu sa silhouette sombre au fond du couloir. Il se trouvait juste là quelques instants plus tôt. Retournons dans cette pièce et tentons de communiquer avec lui, quel qu'il soit. J'ai eu l'impression, dit-il en s'arrêtant à l'entrée de la chambre, qu'il n'était pas vraiment amical. Non, il ne l'est pas, confirma Lorraine. Il est tout ce que vous voulez, sauf amical. Quelles que soient ses intentions, il est très négatif, pour ne pas dire maléfique. Ed écoutait leur conversation d'un air las. Il avait trop mangé et il était pressé de se glisser dans son lit. « Préparez-vous » demanda-t-il néanmoins aux membres du petit groupe, « et tenez-vous prêts à éteindre les lumières. » Pendant que les enquêteurs installaient leur équipement, leurs caméras et leur magnétophone, Ed amena une chaise, la plus confortable qu'il put trouver, près de la table à café, et il aida Lorraine à s'asseoir. Après avoir vérifié le matériel, il se plaça près de la porte, pas très loin de sa femme, pour pouvoir intervenir si nécessaire. Il demanda ensuite à Michael de rentrer dans la pièce, ce qu'il accepta de faire, mais sa femme, le chef Raymond, un des photographes et le journaliste, insistèrent pour attendre dans le couloir. En fait, Raymond avait tellement peur qu'il se mit à trembler rien qu'à l'idée de mettre un pied dans la chambre hantée. « Michael va s'asseoir avec moi », annonça Lorraine. Elle avait remarqué que souvent, quand un esprit s'était manifesté à quelqu'un, alors cette personne pouvait servir de catalyseur pour l'attirer. « Oui, bonne idée », dit son mari en amenant une autre chaise près de la table. « Ed, je viens juste de sentir quelque chose de très, très négatif. »« Moi aussi, j'ai senti sa présence. »« Comme un picotement », lui signala Michael en s'asseyant à contre-cœur près d'elle. « Oui, et une pression, une lourde pression. Il ne veut pas de nous ici. » Toutes les lumières étaient maintenant éteintes, même celle du couloir. « Très bien, » enchaîna Lorraine. « Michael, ne vous en faites pas, mon cher. Rien ne vous arrivera. Je ne le permettrai pas. Croyez-vous en Dieu ? » « J'allais à l'église quand j'étais enfant, mais... » « À l'église d'Écosse ? » ?»« Non, à une église catholique romaine. »« Avez-vous été baptisé ? » ?»« Non, mes parents m'ont laissé faire mes propres choix. Sur Dieu comme le reste. Ils ne m'ont pas fait baptiser ni rien. Ils m'ont dit que j'aurais tout le temps de le faire une fois adulte. » Lorraine ne connaissait pas la nature de la présence, et elle essayait de trouver un moyen de protéger Michael d'éventuels esprits maléfiques. Après l'expérience que vous avez eue à l'hôtel, croyez-vous en la possibilité d'un monde spirituel ? Je ne sais pas, il me faudrait des preuves tangibles. Je ne crois pas en Jésus, ni dans la Bible, ni dans tout ça. D'accord, mais vous croyez en l'existence d'un être supérieur ? Oui, dans un sens. Pourtant, je n'ai aucune raison de croire en Dieu, vraiment. Mais ma femme est une fervente croyante, et je me suis mariée à l'église. Je ferais n'importe quoi pour ma femme,
Enfin bref, du moment que vous me donnez votre parole. Je vous protégerai, je vous le promets, le rassura Lorraine. Elle se tourna ensuite vers son mari pour lui signaler que Michael pourrait avoir besoin de protection, et elle lui demanda de l'aider en priant pour lui. En tant que démonologue, Ed se voyait comme le gardien du groupe. Il le protégeait des éventuelles intrusions démoniaques. Il veillait prioritairement sur Lorraine, mais il savait que les non-croyants étaient plus vulnérables que les autres, et connaître les convictions de chacun l'aidait dans son rôle. Après avoir demandé le silence, Ed et Lorraine récitèrent la prière à Saint Michel du pape Léon XII. Saint Michel, archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. Lorraine hésita un moment et elle ajouta. Veillez sur nous tous, mais surtout sur Michael, car il trouve difficile de croire en vous, et il est très très inquiet. Protégez-le, lui, sa femme et ses enfants, pendant que nous essayons d'aider l'esprit qui est ici. Nous voulons comprendre pourquoi il est là, et ce que nous pouvons faire pour l'aider à accepter sa mort et partir. Après avoir demandé une protection et expliqué ses motivations, elle interpella l'esprit. Qui que vous soyez, vos intentions étaient négatives, maléfiques, et rien n'a pu vous arrêter. Vous avez couru dans le couloir, vous avez ouvert des portes. Vous êtes devenu fou pour trouver cet homme que vous haïssiez si durement. Quand vous l'avez finalement trouvé, vous l'avez violemment tué, et, comme un lâche, vous vous êtes enfui en laissant son corps ici. Mais tout le monde a su que c'était vous. Pourquoi restez-vous ici ? Trouvez-vous difficile d'accepter la mort à cause de ce que vous avez fait ? L'esprit de l'homme que vous avez tué n'est plus là. Il a trouvé la paix grâce à sa foi. J'espère arriver à vous aider, vous aussi, à ne plus vous préoccuper des gens qui vivent et travaillent ici. Certains membres du personnel disent que vous êtes toujours là et que vous tentez de les perturber. Vous semblez en vouloir aux hommes. Je ne sais pas quel est votre problème, à part d'être une très violente et mauvaise personne, mais j'espère que vous n'êtes pas possédé par un esprit maléfique ou par un démon qui vous dicte vos actes. Lorraine se concentrait sur l'esprit, mais il ne semblait pas vouloir lui répondre. Ed, qui observait silencieusement la scène, se souvint alors de certaines expériences passées et il se dit que si Michael l'invitait à se manifester, alors il aurait peut-être plus de succès. Michael, dites à l'esprit que nous voulons qu'il revienne maintenant. Ainsi, nous pourrons communiquer avec lui. Il vous est apparu et vous a effrayé. Nous voulons qu'il se manifeste pour essayer de comprendre pourquoi. Un long silence suivit ces paroles. « Regardez ses yeux! Regardez-le !» s'écria brusquement Lorraine. « J'ai à nouveau ce sentiment bizarre, » expliqua Michael. Étrangement, il avait perdu son accent écossais et sa voix avait changé. « Qu'est-ce qui vous arrive ? » ?»« Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Voyez-vous des choses dans votre tête quand un esprit vous contacte ? » ?»« Oui, ça se passe comme ça. »« Avez-vous vu un chef ? » ?»« Un chef ? Vous voulez dire un homme qui porte des habits de cuisinier ? » ?»« Des vêtements de cuisine blancs. »« Oui, c'est la connexion. Il vient à travers vous. » »« Je vois un chef cuisinier et il y a une jeune femme de chambre. Ou la fille du propriétaire peut-être, je ne sais pas. J'ai juste eu une image. Elle est habillée comme une jeune fille, une écolière. Oui, une fille qui a l'âge d'être une écolière. Quelque chose vient juste de m'aveugler. Pas de flash, s'il vous plaît, grogna Ed. Une fois que la transe est brisée, elle peut être difficile à remettre en place. Je n'aime pas l'idée qu'il puisse parler à travers moi, ça m'angoisse. Puis-je avoir un whisky avant de commencer ? Demanda alors Michael avec son accent écossais habituel.
Tu le vois, Lorraine ? Demanda Ed. Quand je me suis assise dans les escaliers un peu plus tôt, j'ai vu un Ed cuisinier et je me suis demandé s'il était lié à la tragédie. Il ressemble à un chef ou à un cuisinier ou quelque chose comme ça, confirma Michael. Je pense qu'il travaillait ici, dans cet hôtel. Je me demande s'il ne s'est pas servi d'un objet de la cuisine pour tuer l'autre homme. Quant à la petite fille, elle est directement impliquée dans ce drame. Le meurtrier savait que sa victime avait fait quelque chose à l'enfant. « Peux-tu le décrire, Lorraine ?» insista Ed. « Il a les cheveux noirs, » lui répondit-elle. « Oui, » confirma Michael d'une voix sans accent. « Vous voyez ça aussi ?»« Tout à fait. » « Et ses cheveux ne sont pas... »« Ils ne sont pas longs, mais coupés juste aux épaules, » l'interrompit Michael. « En effet, » confirma Lorraine, « et il me semble bien entretenu, pour autant que je puisse en juger. Il est de taille moyenne, il porte des vêtements blancs, mais il est... mal rasé ? Oui, il a une très mauvaise expression sur le visage. Il n'est pas... Il semble fou, dit Lorraine. Quel âge a-t-il ? Leur demanda Ed. Une trentaine d'années, répondit Michael. Dans les 30 ans, dit Lorraine en même temps. Oh, vous voyez, nous parlons à l'unisson. Nous voyons la même personne. Lorraine, comment est-il habillé ? Insista Ed pour l'obliger à se concentrer. Il est tout en blanc, mais ses chaussures sont très sales. Je ne sais pas, comme s'il avait marché dans de la boue ou quelque chose du même genre. Et il porte... Des vêtements sombres en dessous, compléta Michael. Non, ça je ne le vois pas. Mais je vois un de ces grands tabliers qui s'enfile par la tête. Il porte ce grand tablier et il a un objet dans la main. Quel objet ? Demanda Ed. C'est un couteau, l'interrompit Michael, et il le brandit devant lui en faisant des gestes menaçants. Oui, exactement. Il s'est tourné et il pointe son arme vers la fenêtre sombre qui donne sur la rue. « Peux-tu appeler cet homme à toi ?» demanda Ed. « Je crois qu'il s'appelle Gus, » lui répondit Lorraine. « Gus, nous voulons juste vous aider à quitter cet endroit. Vous effrayez un grand nombre de personnes. Vous choisissez des gens qui se ressemblent ou qui vous semblent familiers. Essayez-vous de partir ou de rejouer cette nuit ? Est-ce que vous venez dans cette pièce et dans le couloir pour trouver l'homme ? Il n'est plus ici. » « Il ne veut pas vous parler, » dit soudain Michael. « Il ne veut pas parler à une femme. »« En effet, » admit-elle. « Alors parlez-lui. » »« Il ne veut pas parler du tout. Il doit le faire, sinon il restera là. Pourquoi ne veut-il pas parler à une femme ? Il était préoccupé par la fille du propriétaire de l'hôtel. L'autre homme s'en était pris à la fillette. C'était donc la raison de sa colère. Maintenant il s'en va. Michael, dites-lui que nous voulons l'aider, c'est tout. Que de nombreuses années se sont écoulées. Il est d'accord. Il va partir et... il se sent bien. Il doit aller vers la lumière. Il doit rejoindre ceux qu'il a aimés durant sa vie terrestre et qui ne sont plus là. Il doit les rejoindre et partir d'ici. Le temps est venu. Tout ce qu'il ressent... Il se sent angoissé par tous ces gens. Par tous ces gens ? Par le bruit, les cliquetis qu'il entend le perturbent. Il ne se sent pas à l'aise. Ce ne sont pas vraiment les gens, mais les bruits inhabituels qui le troublent. Ils le rendent nerveux parce qu'il a l'impression que des gens le pourchassent toujours, que le propriétaire de l'hôtel est après lui. C'était la fille du propriétaire de l'hôtel. Oui, c'est ça. Il s'en va. Il s'en va maintenant ? Je crois, il dérive vers le lointain. L'esprit ne nous quitte pas, songea alors Ed. Il quitte ce monde. J'ai assisté à assez de séances pour reconnaître la différence. « Vous l'avez senti disparaître ?» murmura Lorraine à Michael. « Oui, il est parti. » « Je sens l'énergie s'atténuer, moi aussi. »« Quelqu'un d'autre le sent ? » ?»« Il est parti, » dit Lorraine en ouvrant les yeux. « Il est parti pour de bon ou juste momentanément ?» demanda Ed pour confirmer son impression. « J'espère qu'il est parti pour de bon, mais je n'en suis pas sûre. »
C'est comme s'il s'éloignait de plus en plus, décrivit Michael. Oui, et je ne sens plus le serrement dans ma gorge. J'avais ma main posée sur le bras de Michael, et je ne sens plus de tension dans son corps, non plus. Peut-être pourriez-vous l'aider à passer dans la lumière. Peut-être, acquiesça Michael, qui ne croyait pas au surnaturel quelques minutes plus tôt. C'était vraiment bizarre. Je voyais d'étranges images dans ma tête. Ça ressemble à ça psychiquement, lui expliqua Lorraine. On aurait dit un dessin animé. Les images sortaient de ma tête, mais elles semblaient être là, devant moi. Au début, je ne l'ai pas vu lui. J'ai vu une jeune fille, mais elle ne ressemblait pas à une femme de chambre ou une servante. Elle devait être la fille du propriétaire de l'hôtel, ou quelque chose du même genre, car tout le monde la respectait. Je ne sais pas. J'ai juste eu l'impression qu'elle était la fille du propriétaire de l'hôtel. Peut-être devriez-vous essayer de parler à Raymond et lui demander d'essayer de faire ça aussi. Il est très religieux. Peut-être que ça aiderait. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais cru en rien, mais il se passe quelque chose de vraiment bizarre ici. Raymond a peur, lui expliqua Lorraine en se laissant retomber sur le dossier de sa chaise. Je ne peux pas lui demander ça. On a terminé. Ed ralluma les lumières et il remercia Michael pour sa coopération. Les photographes prirent quelques clichés supplémentaires et tout le monde sortit de la pièce. Ed languissait de se retrouver dans son lit, même si, à son grand regret, aucun chocolat ne l'attendait sur son oreiller. Cependant, comme il s'avançait vers sa chambre en compagnie de sa femme, Michael interpella Lorraine. « J'aimerais vraiment savoir ce que vous m'avez fait, » s'exclama-t-il nerveusement. « Oh, je ne vous ai rien fait, mon cher. » Mais Raymond et sa petite amie, regardaient depuis le couloir, et ils m'ont dit que j'avais l'air étrange, que je n'étais pas dans mon état normal. C'est pour ça que Raymond avait peur de rentrer dans la pièce et de s'approcher de moi. Ed, tu dois expliquer à Raymond que je n'ai rien fait à Michael. Elle vous a juste imaginé dans la lumière du Christ, dit Ed en enlaçant Lorraine par la taille. C'est exactement ça. J'ai prié pour vous et je vous ai imaginé baignant dans la lumière du Christ. J'ai prié pour qu'une protection vous soit accordée, à vous et à votre famille. Mais je n'ai rien fait d'autre. Du moment que ma femme et ma fille n'en sont pas affectées, soupira Michael en se calmant un peu. Ne vous inquiétez pas, elle ne risque rien. Personnellement, j'aime à m'imaginer dans une pièce remplie de donuts à la gelée, plaisanta Ed pour détendre l'atmosphère. À propos de Gus, il ne voulait vraiment pas parler à une femme, désolé. Vous ne m'offensez aucunement, lui répondit Lorraine. Je pense qu'il a peur des femmes et qu'il ne sait pas comment communiquer avec elles. C'est pour ça qu'il vous a choisi, Michael, lui dit Ed. Il était peut-être intimidé, suggéra Lorraine. Il n'a pas dit un mot, rien, s'étonna Michael. Il vous envoyait des impressions à la place, lui expliqua Ed. Ça s'appelle de la clairvoyance. La clairaudience, c'est quand vous entendez des choses télépathiquement. Certains peuvent même sentir des odeurs. Vous l'avez vu avec ce que nous appelons les yeux de l'esprit. Il n'avait jamais rien expérimenté de tel, lui fit remarquer Lorraine. Alors qu'ils continuaient à discuter, les journalistes prenaient des notes. « Désolé pour le flash », s'excusa l'un des photographes en s'approchant de Michael. « J'espère ne pas vous avoir trop perturbé. »« Pas du tout, » lui répondit Michael. C'était le bruit qui le gênait. À chaque clic, il s'éloignait, mais il est parti maintenant. « Je ne le sens plus. »« Je ne sens plus personne d'ailleurs, » confirma Lorraine. « Vous vous rendez compte ? Vous pouviez sentir sa présence. » J'ai senti sa présence dans les escaliers de la cuisine, avant le début de la séance. Moi aussi. Mais vous réalisez que c'était Gus en train de courir ? Il revivait ce moment, sûrement le plus terrible de toute sa vie. Les rénovations ont probablement déclenché les phénomènes paranormaux. Je veux bien vous croire. Ici et dans la cuisine, vous pouviez sentir quelque chose. Mais dans les nouveaux bâtiments, il n'y avait rien. Ces endroits étaient impliqués dans la hantise. Ils faisaient déjà partie du bâtiment lors de la tragédie. Et vous l'avez senti.
Je vous jure que je n'ai pas menti. Nous vous croyons, dit Lorraine. En fait, elle avait surtout confiance en ses propres impressions, mais elle s'accordait avec celles de Michael. Bien, la plupart des gens ne pensent pas comme vous, soupira Michael. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai rien inventé. Je suis quelqu'un de droit. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. J'en suis certaine, et merci d'être revenu à l'hôtel alors que c'était votre jour de congé. Quand le responsable a appelé ma femme pour lui dire que vous étiez là et que vous vouliez me parler, je suis venu directement. Bon, j'avais bu 1 ou 2 verres, mais je n'étais pas saoul. C'est mon premier jour de vacances aujourd'hui. J'ai 1 semaine de repos. Ne vous en faites pas, ça n'est pas un problème, le rassura Ed en continuant à pousser Lorraine vers leur chambre. Vous savez, quand j'étais dans cette pièce avec vous, je regardais vers le couloir la plupart du temps. Je calculais par où je pouvais m'échapper. « Eh bien, Michael, dit Ed en riant, vous ne pourriez pas faire partie de notre équipe d'enquêteurs. »« En effet, mais je vous jure que je vous ai dit la vérité. Je ne veux pas que vous me preniez pour une sorte d'idiot, si vous voyez ce que je veux dire. »« Nous vous croyons, ne vous tracassez pas, » le rassura Lorraine. Après avoir écouté une nouvelle fois l'expérience de Michael, Ed et Lorraine réussirent enfin à s'éclipser. Ils remercièrent tout le monde, puis ils s'enfermèrent dans leur chambre pour une nuit de sommeil plus que méritée, du moins selon Ed. Les membres de leur équipe avaient d'autres projets. Pendant des heures, ils enquêtèrent dans différentes parties de l'hôtel. Le hall d'entrée, la cuisine, les escaliers de secours, le couloir entre les portes battantes et la pièce où s'était tenue la séance, sans pouvoir observer de signes de hantise. Ils retournèrent dans leur chambre vers 4 heures du matin, à la fin des heures psychiques, mais ils ne se couchèrent pas immédiatement. Ils prirent des notes, examinèrent leurs photos et écoutèrent leur enregistrement jusqu'au lever du jour. Ed et Lorraine, qui avaient l'habitude de se réveiller tôt, se levèrent vers 7 heures du matin. Ils descendirent à la salle à manger pour y prendre leur petit déjeuner, et ils apprirent qu'un certain nombre de perturbations avaient eu lieu durant la nuit. Un pneu de leur van avait été lacéré et le bar complètement bouleversé. Tous les tableaux avaient changé de place. De petits tas de poussière gisaient ici et là sur le plancher, et un curieux édifice constitué de tables, de chaises et d'un matelas prélevé dans une chambre inoccupée se dressait au milieu de la pièce. Une mystérieuse substance, semblable à de la neige, recouvrait maintenant le sol et les meubles de la buanderie. Des malédictions avaient été gravées dans la poudre blanche, sur une petite table. Seule la gouvernante possédait la clé de la buanderie, qui était fermée pendant la nuit. Mais sa serrure ne semblait pas avoir été forcée. Les employés de l'hôtel s'agitaient, visiblement nerveux. Quelques-uns accusaient Michael et Raymond d'avoir voulu leur faire une blague, mais la plupart ne savaient que penser. Ed et Lorraine en restèrent perplexes. Le bruit aurait dû alerter leurs enquêteurs, qui n'avaient presque pas dormi de la nuit, ou certains des membres du personnel, qui s'étaient levés aux aurores, mais personne n'avait rien entendu. Les meubles entassés et les petits tas de poussière en forme d'entonnoir leur étaient familiers. Ils avaient observé les mêmes phénomènes dans de nombreuses maisons hantées. Lors de leurs plus terribles affaires, souvent des cas d'oppression démoniaque, ils avaient vu des meubles changer silencieusement de place, bouger, danser, voler et même se dématérialiser sous les yeux et réapparaître à un autre endroit, mais ils se montraient toujours prudents. Ils avaient aussi démasqué des fraudeurs qui cherchaient à gagner de l'argent en inventant de fausses histoires. Ils se disaient que ces nouvelles perturbations pouvaient être l'œuvre d'un fantôme, d'un démon ou de plaisantins. Pour arriver à en déterminer l'origine, ils auraient dû rester plus longtemps, mais ils s'y refusèrent. Ils étaient blessés dans leur amour-propre. Ils estimaient que ceux qui les avaient appelés pour leur demander de l'aide auraient dû avoir la courtoisie de les attendre pour les rencontrer, et ils ne voulaient pas se donner plus de peine pour eux. Mary fut la dernière à se réveiller. En se levant, elle s'aperçut
que son stylo préféré avait disparu de sa chambre. Elle s'en était servie pour écrire des notes la nuit précédente, et elle savait pertinemment où elle l'avait laissé. Elle demanda immédiatement à ce qu'il lui soit retourné au nom de Jésus-Christ, puis elle sortit de la pièce pour prévenir les Warren. En ouvrant la porte, elle découvrit son stylo posé sur le sol, exactement à l'endroit où l'électricien s'était senti observé. Une fois de retour aux États-Unis, Ed et Lorraine téléphonèrent à l'hôtel pour avoir des nouvelles. Ils avaient longuement discuté de l'affaire et ils hésitaient toujours entre scepticisme et inquiétude. Ils se demandaient si les propriétaires n'avaient pas inventé toute l'histoire pour attirer l'attention. Mais les employés leur avaient semblé vraiment effrayés. Lorraine avait eu les mêmes visions que Michael, et des orbes fantomatiques avaient été filmés, signe de la présence d'une énergie spirituelle. Les âmes tourmentées attirant le démoniaque, il craignait d'avoir réveillé quelque chose en libérant l'esprit de Gus. Les propriétaires et le gérant, qui étaient revenus de leurs voyages respectifs, leur certifièrent que toutes les perturbations avaient cessé. Ed et Lorraine auraient pu se satisfaire de cette réponse, mais de nombreuses questions restaient en suspens. Un meurtre caché ou impuni était une bonne raison pour une hantise. Les rénovations se révélaient souvent un élément déclencheur, mais ils n'avaient aucune preuve qu'un événement de cet ordre s'était vraiment déroulé au Boat of Garten. Ils effectuèrent en vain des recherches sur le passé de l'hôtel. L'établissement était situé dans un petit village de 400 habitants, aux registres municipaux anecdotiques, et aucun document ne relatait la tragédie. Point final.